Alexandra, on va commencer dans le dur. Vous avez un plan stratégique à la Poste qui s'appelle la Poste 2020. Conquérir l'avenir. Conquérir l'avenir, voilà. Et moi, ce que je voulais savoir, parce que je suis hyper curieux, c'est quels étaient les insights marchés derrière en fait ce plan. J'imagine que vous avez dû en fournir pas mal et des trucs peut-être contre-intuitifs. Et deux, quels étaient vos challenges, quels étaient vos objectifs? Alors nos challenges, ils sont élevés parce qu'on est sur un cœur de marché historique du courrier qui, ça ne vous surprendra pas, connaît une décroissance très importante. Donc elle était évidemment planifiée, mais il y a 4 ans, on a une décélération qui va de plus en plus vite. Donc notre président construit ce plan stratégique et l'objectif, c'est d'aller conquérir de nouveaux marchés. On reste l'entreprise qui passe devant la boîte aux lettres de chacun des Français et donc une entreprise très servicielle. Donc sur ces nouveaux marchés, on est clairement orienté vers les nouveaux services qu'on peut proposer aux clients et avec une mission qui va dans le sens de ce que disait Jessica, qui est très forte, qui est de simplifier la vie. Alors les insights, c'est que par exemple, on a une vraie fracture numérique sur les seniors. On a 60% des plus de 70 ans qui ne sont pas équipés d'Internet. Alors quand on lance Ardoise, on en fait une tablette qu'on développe avec une start-up qui s'appelle Tikisi pour qu'elle soit ergonomique, pour que du coup les seniors puissent rester en lien, utiliser Internet et le facteur passe vérifier qu'elle fonctionne bien, qu'ils ont bien mis le Wi-Fi. On a une population qui vieillit, des situations de dépendance qui sont à la fois des préoccupations pour les seniors. Il y a 84% des plus de 55 ans qui déclarent qu'ils souhaitent rester à domicile, même s'ils ont besoin d'assistance. Et c'est évidemment un enjeu pour toute la société, avec une population qui devrait frôler les 20 millions de seniors en 2060. C'est la raison pour laquelle on a lancé un service qui s'appelle Veiller sur mes parents, où le facteur va rendre visite aux personnes âgées. Mais c'est également nous, dans la salle, qui sommes 62% à considérer qu'on est très débordé, qu'on manque de temps. Et donc, parce qu'on manque de temps, on développe des assistants numériques pour faciliter les démarches administratives, comme DigiPost+, les timbres qu'on imprime chez toi, les retours colis depuis sa boîte aux lettres, tous ces services, et sur les jeunes, le code de la route. Donc, c'est à la fois tous ces insights avec une promesse forte qui est de simplifier la vie qu'on a mis en place et qu'on est en train de lancer pour concrétiser ce plan stratégique. D'accord. Alors, nous, on aime les insights, on aime aussi l'hybridation. Et quand on a discuté ensemble, tu as dit que tout ça, c'était finalement un mélange d'un socle physique fort et d'un socle digital fort, à la fois en interne chez vous et en externe sur les nouveaux produits que vous pouvez sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'impact sur la marque et comment fonctionne ce socle hybride, en fait? Alors, côté un peu back-office, finalement, pour permettre ces services qui sont dans la proximité, qui sont dans le contact, dans le quotidien, il a fallu que nous fassions notre transformation interne digitale. On a 70 000 chargés de clientèle dans nos bureaux de poste et 80 000 facteurs qui sont équipés de smartphones avec des applis qui ont été développées de manière spécifique pour nous pour pouvoir rendre possible ces services physiques. Donc sans le numérique, on n'aurait pas pu le faire. Et après, en termes de communication, évidemment, on est sur un mix à la fois digital, où on a fait de grandes avancées sur des DMP médias pour le groupe, mais sans jamais revenir sur le média traditionnel. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler de publicité et d'illustrer ça, et peut-être qu'on y reviendra après. Oui, dans pas longtemps finalement, parce que tu sais qu'on aime un peu parler publicité ici. Donc tu as lancé une campagne, on va lancer la vidéo, on va la regarder, puis on va en discuter derrière. D'accord. Alors, Bel Agrément, c'est une campagne BETC Havas, hein? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette campagne et surtout le mixte offline, online? Elle a été pensée, cette campagne, comme une campagne responsive média. Et l'idée, c'est qu'il y ait une cohérence très forte et surtout qu'on soit très attentif à réussir à la décliner de la manière la plus pertinente possible, quel que soit le média qu'on utilise et à quel moment on l'utilise. C'est la raison pour laquelle les grands médias sont partie prenante de cette campagne. Donc c'est un socle télé. C'est la presse parce que c'est le média des leaders d'opinion, mais c'est aussi avec la PQR, la presse qui permet de descendre très profondément en territoire. En revanche, quand on le fait avec des opérations spéciales qui n'ont jamais été faites pour ces titres de presse parce qu'on a un enjeu d'impact, d'émergence et d'aller surprendre pour cette marque qui est moins moderne que celle qu'on a pu citer précédemment.
Quel type d'opération spéciale? Alors, c'est des opérations spéciales qu'on a faites où vous aviez une sorte de teaser, mais sous la manchette du titre des différents titres de presse, donc Prescott national, Prescott régional. Donc, ça s'est jamais fait. On mettait la simplicité, c'est toujours extraordinaire. Et ensuite, différents formats à l'intérieur et qui terminaient par une sorte de manifeste qui venait justement donner toutes ces preuves de transformation et de nouveaux services qui simplifient la vie des clients. Donc ça, c'est des opérations qui n'ont jamais été faites en presse. C'est un peu le challenge, je dois vous l'avouer, notamment pour la PQR, mais c'est formidable parce qu'ils font. C'est 66 titres différents, avec des maquettes différentes, et c'est toute la PQN. Donc ça, c'est pour le travail de la presse. C'est aussi une réflexion sur le print. Donc il y a le print digital qui est évidemment en lien très fort visuellement avec la télé, mais c'est aussi une écriture spécifique, connivante, où on ne parle pas de nous, mais on parle vraiment des besoins des gens et la réponse qu'on peut apporter. C'est en ça d'ailleurs qu'on l'appelle responsive. Et en digital, ça a été pensé de cette manière-là également. Donc les premières réflexions, et c'est là où du coup là, nos outils nous permettent de le faire, c'est vraiment d'aller toucher surtout les petits consommateurs télé. Ça a été de se dire, on a 3 grandes catégories de personnes, où là on est plutôt sur du socio-démo assez basique finalement, mais sur les jeunes, sur les actifs, sur les seniors, se dire mais quelle est leur consommation média en digital. Donc du coup, on a fait des parcours différents en fonction de tablettes, de mobile. Et on a pu mettre en avant de manière différente les communications. Ça a été aussi balancer un hashtag sur Twitter, simplifier la vie. Et c'est pas si simple quand on est la Poste. Donc ce qui est très positif, c'est qu'on a eu 3 fois plus d'engagement positif que d'engagement négatif. Et quand est née une marque de service public où Twitter est souvent l'endroit de la relation client, on estime que c'est un beau succès. Et puis, justement, ce travail, ça a été en digital de se dire aussi, de faire des formats en 15 secondes, de faire des formats en 6 secondes. Donc beaucoup... ça marche comment les 6 alors? Les 6 secondes, il faudrait que je vous les montre. Mais on a réussi, et c'est pour ça que la campagne, elle est vraiment pensée responsive. C'est qu'en fait, ce film qui a été lancé en 45 secondes, il fonctionne aussi en 6 secondes. Et dans le travail du plan média en digital, on a eu le souci de mettre en correspondance du 6 secondes avec des formats courts. C'est pas possible quand on va snacker une vidéo de 1 minute 30 ou 3 minutes d'avoir un 30 secondes. Et ce format, comme il est pensé aussi pour le mobile, il était aussi en vertical. Tu as mis combien en on, combien en off à peu près? Jessica disait 50%, tu mets 50% en off alors, c'est en général l'ordre d'idée qu'on a pour des campagnes quand on a lancé l'année dernière côté pro Digipost Plus. Là, on est un tout petit peu plus parce qu'on est sur une vraie campagne de marque qui vise à lancer cette nouvelle signature, qui est le positionnement. Donc, on est un petit peu plus aux alentours de 65 en médias traditionnels, mais on a une grosse part de presse. Et c'était un média qui était important. En revanche, l'écart, il va revenir à celui que disait Jessica, parce qu'avec cette plateforme-là qui est hyper déclinable, ça va permettre à nos équipes qui travaillent davantage la performance, aux gens du e-commerce, de capitaliser sur le code publicitaire qui du coup peut se décliner à l'infini en étant sur des preuves beaucoup plus produits. Il a été imaginé pour demain porter des offres avec des prix et surtout tout le socle qu'on va avoir acquis en termes de visibilité en digital, c'est des bassins d'audience qui vont pouvoir être réadressés. Ce qui fait qu'en phase de lancement, on est un petit peu plus en faveur du off, mais derrière, si on prend sur 1 an ou 1 an et demi, on aura un rééquilibre parce qu'après, la part du digital dans les parcours d'acquisition va réaugmenter. D'accord. Alors moi, j'ai une question pour toi, parce qu'on a un peu discuté de la créativité dans le digital, et voilà, je me suis souvenu que tu as bossé pour TBWA, tu as bossé pour une boîte qui s'appelait Hémisphère Droit, dans les fin des années 90. Franck Tapiro, qui est en fait un fils spirituel de Jacques Séguéla, qu'on accueille tout à l'heure, donc c'est un bon bridge. C'est quoi ton retour d'expérience en fait, qu'est-ce que tu as appris de la façon de gérer la créativité dans le digital? Je trouve que la chance extraordinaire qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, quand on est dans les équipes com au marketing, on a un terrain de jeu extraordinaire. Et la chance qu'on a d'ailleurs en étant annonceur, c'est d'avoir et les cartes création et les cartes distribution par le média. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas s'en priver. On a beaucoup écouté ce que disaient les internautes, on a forcément été sensible, c'est plus le sujet d'actualité, mais les adblocks, ce qu'on est prêt à accepter. Et donc on a travaillé sur tous ces insights-là, finalement pour nous aussi, pour réussir à développer des formats qui soient acceptables, qu'ils acceptent, parce qu'au final ce qu'on veut, et ça rejoint aussi le principe d'adhésion aux marques, c'est qu'ils comprennent notre message et qu'ils y adhèrent. Donc la créativité, elle est essentielle
essentiel. C'est vrai qu'on a longtemps parlé des outils, mais ce qui est très important, c'est ce qu'on met dans les outils. Ouais, complètement. Alors il y a aussi une question nous, qui nous intrigue, parce qu'on discute avec pas mal de directeurs marketing, ils font on m'a volé l'incubateur, on m'a volé l'innovation, un truc comme ça. C'est peut-être quelque chose dont on discutera avec Jean-Luc tout à l'heure. Toi, tu me dis non, moi je suis très contente en fait. On a parlé de tes enfants, tu as dit tu conseillerais à tes enfants d'être directrice marketing. Ouais. Donc voilà, comment tu vois l'avenir de ce métier? Bon, mon fils qui est plutôt mal, je mets plutôt vers la data science et la data analyse, mais ça c'est voilà. Bon mais sang. en revanche, pour ceux qui ont un profil plus créatif, oui, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que une petite expérience, je les ai mis dans un cours de codage il y a 2 ans. Il y en a un qui était plutôt créatif, littéraire, l'autre qui était plutôt matheux et qui justement lui avait très bien compris comment on codait avec les logiciels Scratch. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au bout d'1 heure, au lieu d'être en compète l'un contre l'autre pour tomber leur programme, en fait, ils se sont mis ensemble. Alors que naturellement, le ils code sont sans rapproche arrêt les gens. chien et chat. Oui, non, mais voilà. Et je pense que dans nos métiers, c'est exactement personne ne voit rien à rien. Donc moi, je pense que notre rôle, c'est d'être une sorte de pilote, de savoir donner le cap, avoir la hauteur, hein, parce que nos sujets ils peuvent être très techniques, mais après, ce qui est important, c'est et que veut le consommateur, hein, et du coup d'avoir cette logique d'expérience client et d'apporter ces réponses-là, c'est de savoir décider. Et c'est aussi un rôle de chef d'orchestre. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a aujourd'hui plein d'expertises, on ne peut pas non plus chacun les maîtriser. Donc je trouve que comme un chef d'orchestre, il faut savoir les coordonner, les mettre en musique et aussi leur faire confiance. Donc nous, sur des sujets, alors on n'est pas non plus comme la marque précédente, une marque avec un ADN de marketing aussi fort et une aussi forte histoire. Donc finalement, on travaille beaucoup sur tous ces sujets-là en mode coopératif. Et c'est ce qui nous permet de travailler à la fois sur ces sujets-là, mais sur des sujets d'image avec des événements comme Vivatech ou le CES. Et alors la grande chance qu'on a, c'est qu'on rencontre en dur les équipes d'innovation. Et ces équipes d'innovation nous permettent de nous nourrir également. Donc finalement, c'est une sorte de cercle vertueux. Donc non, moi je crois qu'au contraire, on a la chance d'être des très grandes équipes et pas d'être les uns contre les autres. Alors, il nous reste 1 minute, mais pour finir, on avait discuté d'un sujet que j'aimais bien, en fait, qui était un sujet qui était à la frontière de l'éthique et de la responsabilité. Tu m'as dit, on a une responsabilité digitale, on a une responsabilité sur l'expérience. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, sur cette notion de responsabilité ? Oui, moi je suis convaincue qu'on a en tant qu'annonceur une responsabilité dans tout l'écosystème dans lequel on est. Tout ça est en train d'évoluer et c'est très bien. On a eu tendance à faire du digital et sans prendre en compte justement l'expérience client, à beaucoup trop communiquer, à aller surpresser des internautes qui mettent des adblocks, qui changent. Voilà. Donc l'avantage avec les outils qu'on a, et nous c'était l'objectif derrière ça, c'est même le premier use case quand on a mis en place une DMP Média. Le premier cas d'usage, c'était de se dire on va sortir les gens qu'on n'intéresse pas et on va caper. Et en ce sens-là, je pense qu'on a une responsabilité. Il y a donc de ne pas avoir une survisibilité, maîtriser l'exposition publicitaire. Et puis après, on a aussi la démonstration grâce aux études qui est que l'importance du message publicitaire, et c'est là où on reboucle complètement l'histoire, c'est que si on a une communication qui est divertissante et ou servicielle, il y a un intérêt. Et ça, on l'a vu dans des études parce que avant d'arriver à cette mécanique responsive, on a fait différentes étapes dans la construction de nos dispositifs display, bannières, vidéo. Et on s'est aperçu que quand on a une campagne qui est bien pensée par rapport à l'utilisateur, alors les résultats sont au niveau de ceux de la presse. Et tout l'enjeu, je pense, pour nous annonceurs, c'est de retrouver un contrat de lecture avec l'internaute, tout comme moi, je suis contente de voir des pubs dans le L, et peut-être toi dans d'autres journaux. Et l'idée, c'est qu'on arrive sur Internet, elle aussi. Et l'idée, c'est qu'on arrive en fait, à ce que la publicité trouve naturellement sa place dans l'écosystème digital. Il faudra revenir nous en parler, ça, retrouver un contrat de lecture dans le digital. Merci beaucoup, Alexandra. Merci Patrick.